Bienvenue dans The Big Shift et surtout bienvenue dans ce tout premier épisode de 2023. Je suis super content de vous retrouver pour cette nouvelle année. Évidemment, vous n'échapperez pas aux petites nouvelles du podcast. 2022, ça a été une année magique pour moi. Vous pouvez d'ailleurs aller retrouver la rétrospective Spotify sur les réseaux sociaux. Avec The Big Shift, j'ai enregistré près de 45 épisodes avec des personnes fabuleuses qui m'ont fait grandir, réfléchir, changer d'avis ou parfois même pas. Et tout ça, c'est grâce à vous, alors merci beaucoup. En 2022, on est passé de 1500 écoutes à plus de 17 000 écoutes par mois. C'est fou, ça représente beaucoup de travail, plus d'une journée de travail par épisode. Et ces écoutes, c'est ce qui m'a permis d'avoir les premiers sponsors du show. Et ça, c'est vraiment ouf aussi parce que c'est ce qui me permet d'y passer plus de temps. Si c'est pas encore fait, évidemment, je vous invite, s'il vous plaît, à vous abonner au podcast, à activer la cloche de notification pour savoir quand un épisode sort, à aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify si le podcast vous a plu, et à laisser un petit commentaire sur Apple Podcast si le cœur vous en dit. Là-dessus, je vous souhaite une très belle année. Il y aura un épisode par semaine, j'espère toutes les semaines de l'année. Pour que vous puissiez en profiter. J'ai l'intention de continuer à apprendre et de continuer à vous faire apprendre si vous le souhaitez. Cet épisode avec Florian, c'est ce qui m'a le plus rapproché de mon quotidien d'entrepreneur avec Echoes, ma société de production de podcasts. C'est tout simple comme concept, mais en fait ça me semble vital. Je vous laisse découvrir lareserve.tech avec lui, mais vous pouvez aussi retrouver l'accès à la communauté directement dans le lien qui est en description de cet épisode. Bonne écoute. Echoes Studio. Bon bah ça y est, c'est l'heure de commencer. C'est parti. Salut Florian, comment ça va ? Salut, comment tu vas ? Bah ça va super bien. Bon, ça fait déjà 20 minutes qu'on discute de nos sujets, de The Big Shift, de la réserve. Avant de commencer cet épisode, je voudrais savoir pourquoi est-ce que tu es là et quel est ton sentiment vis-à-vis de la crise climatique ou même de la situation actuelle, sans parler de crise. Déjà, je suis là parce que tu m'as invité et c'est hyper sympa. Mais comment je me sens ? C'est difficile de sentir bien, je pense, vu le désastre écologique actuel. Et à la fois, je pense que c'est un peu ambivalent parce que d'un côté, tu vois que c'est la catastrophe et d'un autre, tu vois qu'il y a plein de choses à faire. Et je pense que c'est possible de trouver une excitation là-dedans et de se dire, tiens, en fait, plus de crise existentielle, il y a des trucs à faire et il y en a plein. Et donc, j'ai envie de pas sombrer dans la dépression et d'essayer d'agir au mieux que je peux. Tu t'es senti à un moment sombrer ou est-ce qu'aujourd'hui tu te sens mieux qu'à un autre moment ? Ouais, mais en fait c'est marrant parce que j'ai toujours su que c'était un problème, le changement climatique. Et à la fois, comme je bosse dans une asso depuis longtemps, j'étais bien avec mon boulot, je savais que je faisais de mon mieux déjà. Mais le jour vraiment où j'ai ouvert le livre et que j'ai commencé à me renseigner, là j'ai eu une phase de down assez forte où je me suis senti démuni face à un mur et l'irréversibilité du problème. Et c'était dur de retrouver une motivation et de retrouver les forces d'agir. Et après je me suis dit finalement certes ça va être la merde, mais en fait il y a quand même des gens qui vont être en souffrance. Il y a des gens qui vont prendre plus cher que d'autres. Est-ce que je peux pas faire de mon mieux déjà pour que leur vie soit plus cool, même si la Terre doit exploser à la fin, je blague, mais tu vois un peu le truc. Okay. Donc j'ai eu cette phase de down. C'était quoi du coup tes ressources quand tu dis j'ai ouvert le grand livre et je me suis rendu compte les grands livres, bon, mais tu vois, on me dit régulièrement j'ai vu les conférences de Janco. Ouais. Est-ce que toi c'était ça ou est-ce que c'était autre chose ? Ouais, c'est pas Janco, moi c'est Pablo Servigné, je crois qu'on dit Servigné, c'est lui qui m'a moi je dis Servigne, mais c'est probablement toi qui as raison. J'en sais rien du tout. Je dis une fois enfin bref, j'alterne. C'est lui qui m'a, c'est une des confs sur la collapsologie qui m'a vraiment fait mal au crâne, quoi. Enfin qui m'a fait m'enfoncer dans mon canapé en disant oh là là. Ok. Qu'est-ce que t'as appris qui t'a marqué dans J'aime cette beaucoup Jean conversation ? J'aime beaucoup ça. Je pense qu'il est très important parce qu'il communique vachement sur le problème et du coup il y a plein d'oreilles qui l'écoutent. C'était quoi ta question ? La question c'est dans cette conférence qu'est-ce qui t'a marqué ? Quel est en fait souvent on a un élément, peut-être un chiffre, un truc qui nous a fait vriller le cerveau, où on se dit attends cet élément-là est tellement important qu'il faut que je le prenne en compte dans ma vie du quotidien. Moi, c'est plus un sentiment global d'irréversibilité.
C'est ça ça m'a mis KO. Enfin, si tu veux, la démonstration est assez mathématique, en fait. Il est très rationnel dans son raisonnement et ses sources, c'est facile de les vérifier. Et en fait, il te démontre au fur et à mesure qu'il n'y a rien à faire. Et ça qui est très violent, en fait. Et puis après, tu t'écoutes Janko et tu découvres le chiffre, tu te dis, ah tiens, finalement, il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a Aurélien Barraud aussi, que j'aime beaucoup, qui est très philosophe et qui donne aussi une autre façon de regarder le truc, de se positionner, qui est tout aussi dramatique, hein, soyons clairs. Oui, ils sont tous un peu catastrophiques, mais je sais pas. Affreusement réalistes. Voilà, ouais. Enfin, en tout cas, très terre à terre et très physique sur la façon dont les choses se déroulent. Ouais, exactement. Et je suis assez sensible à ces raisonnements très rationnels et très démontrés. Et donc voilà, donc c'est ce côté, il n'y a rien à faire. Il n'y a plus qu'à regarder le monde brûler. Et tu te sens collapsologiste ou pas? Non, je me sens pas collapso. Je sais pas vraiment ce que je me sens. Mais j'essaie de trouver un optimisme et de me dire, en fait, il y a des choses à faire et je vais agir à mon niveau du mieux que je peux. Et en vrai, ça me suffit. Et si je peux avoir de l'impact dans mes actions au quotidien et idéalement avoir des actions qui portent un peu plus que mon quotidien, c'est génial. Et je me concentre là-dessus et c'est là que je trouve, c'est de là que je trouve mon énergie. Ok. Eh ben écoute, puisque les gens ne te connaissent peut-être pas, est-ce que tu peux te présenter? Tu disais que tu bossais dans une asso, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Et puis après, on parlera de la réserve un peu plus en profondeur. Carrément. Donc, je travaille pour Base Impact. Base Impact, c'est une ONG, c'est une asso, du coup, qui a été créée pour créer des services publics citoyens. Donc, le pari, donc au début, c'était très, on va utiliser la donnée et l'intelligence artificielle pour régler des problèmes de la société. Et en fait, au fur et à mesure, la data est devenue moins cruciale et on était plus, tiens, il y a des problèmes dans la société. Est-ce qu'on peut pas créer des services publics de l'extérieur du service public pour améliorer les choses? Et donc, on a travaillé typiquement sur Bob Emploi. Bob Emploi qui est un coach automatique, mais très humain, qui te permet à des chercheurs d'emploi de créer un plan d'action pour accélérer leur recherche d'emploi. Donc voilà. Et on travaille, l'idée, c'est pas de se substituer aux services publics, mais c'est de travailler avec les services publics. Et donc, typiquement, si tu fais la queue, tu t'inscris à Pôle emploi et en fait, personne ne peut s'occuper de toi parce qu'il n'y a pas assez de coach, et tout ce temps-là, tu pourrais utiliser un service qui t'aide à organiser ton temps et pas juste à être dans l'attente que quelqu'un s'occupe de toi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, quelqu'un qui arrive chez Pôle emploi, en fonction de sa typologie de demandeur d'emploi, on va lui dire voilà ce qu'il faut que tu fasses jour 1, jour 2, jour 3, ou voilà les documents qu'il faut que tu remplisses, voilà les critères qu'il faut que tu respectes pour avoir le droit à tes allocations, c'est quoi? Non, c'est pas vraiment ça. C'est si tu es un chercheur d'emploi, donc là par exemple on vient de finir un pilote avec les UK sur le pôle emploi UK qui s'appelle DWP. Et là, l'idée, c'est de se dire, t'as des chercheurs d'emploi qui ne savent pas quoi faire et qui répètent des actions qui sont pas forcément utiles dans leur recherche d'emploi. Donc, t'imagines quelqu'un qui va refaire 50 fois sa lettre de motivation ou 50 fois son CV. Et en fait, nous, on a vachement bossé avec le terrain et des chercheurs que souvent, c'est pas les actions les plus utiles. Et donc, nous, on va, à partir d'un diagnostic qu'on va faire, aider les chercheurs d'emploi à se recentrer sur les actions utiles en l'aidant à créer lui-même un espèce d'agenda de travail en fonction de sa situation. Et donc, on va utiliser des data pour dire, tiens, en fait, t'es dans un marché hyper concurrentiel, donc soit tu te distingues, mais peut-être que tu peux aussi regarder des métiers qui sont proches, et du coup, parce que ça recrute mieux, ou peut-être changer de département. Enfin, voilà, c'est ce genre de conseils qu'on va donner. Donc, Et c'est pas lié à un service public, c'est vraiment... Ok, donc ça, c'est ton travail au quotidien, donc travail pour Base Impact. C'était. Bon, explique-moi alors. Ouais, je vais t'expliquer. Donc, avant, on crée des services publics citoyens, on a créé Bob, on a créé un Netflix pour découvrir des carrières, pour aider des adultes et des jeunes en reconversion professionnelle à trouver des métiers qui recrutent. Et puis ensuite, il y a eu la crise du Covid. Et ça a vraiment changé la donne, et c'est ce qui a donné naissance à la réserve. Mais je vais te raconter. Arrive le Covid, et tu te souviens forcément de la pandémie. T'as eu les pouvoirs publics qui se sont mis un peu en branle-bas de combat et qui ont essayé d'être sur tous les fronts. Donc ils ont amené plein de vaccins, ouvert des centres de vaccination un peu partout. Mais en fait, il y avait plein de trous dans la raquette. Typiquement, t'avais des vaccins dispo, mais c'était hyper dur de prendre rendez-vous pour se faire vacciner. Tu te rappelles peut-être qu'il y avait plein de données un peu disséminées partout, mais en fait, t'avais pas d'endroit où... Voilà. Tu vois peut-être où je veux en venir. Il y avait un autre problème aussi, c'est le problème qu'on a essayé de régler, c'est que tu avais des brigades de l'assurance maladie qui étaient chargées d'appeler toutes les personnes testées positives pour retracer leurs cas contacts. Et en fait, dès qu'il y avait une vague, ils pouvaient pas appeler tout le monde et du coup, beaucoup de gens restaient sans nouvelles. Et beaucoup de cas contacts n'étaient pas prévenus. Bon, et là, il y a un truc complètement dingue qui s'est passé.
c'est que tu as eu des initiatives citoyennes qui ont changé la donne. Donc tu as eu Covid List et Vidmados qui ont vraiment facilité l'accès au vaccin en créant des listes d'attente, typiquement. Et qui n'étaient pas du tout issus de l'État ou de start-up d'État, qui était vraiment donc complètement citoyen, c'est-à-dire des projets bénévoles à côté, juste des gens qui se sont dit dans leur salon, tiens, je vais faire un truc là-dessus et je vais le filer. Exactement. Ok. Mais Martin Daniel, c'est exactement ça. Il dit, attends, c'est bizarre, on peut pas prendre rendez-vous, je vais créer une liste d'attente, un vieux formulaire, je vais faire un tweet et en fait, paf, ça prend quoi. Et d'un coup, il y a des millions d'utilisateurs qui viennent prendre rendez-vous en disant, bah moi, je veux être prévenu quand il y a une dose disponible. Et du coup, t'as des doses qui sont pas gâchées. Donc c'est dingue. T'as Guillaume Rosier qui était lui en stage et qui dit, bah il y a aucun endroit pour suivre l'épidémie, je vais créer un Covid tracker. Et ça change la donne en fait. Et nous, de notre côté, et c'est là en fait qu'il y a un truc qui a changé, c'est qu'on a créé Briser la chaîne. Donc Briser la chaîne, c'est un outil hyper simple qui permettait lorsque tu es testé positif au Covid, de comprendre lorsque tu étais contagieux, ce qui n'était pas évident à l'époque, et ensuite ça t'aidait à travers un petit questionnaire à lister toutes les personnes que tu avais croisées, à travers des questions très simples. Et ça, l'assurance maladie l'a utilisé en amont de l'appel dont je t'ai parlé tout à l'heure. C'était un SMS qui était envoyé, les gens étaient invités à lister leurs cas contacts, et ensuite ils les appelaient. On a fait économiser 10 minutes par appel, soit 24,7 ans de temps d'appel à l'assurance maladie. Avec un questionnaire. Un petit questionnaire. Un outil hyper simple. Je grossis le trait, mais c'était un outil simple qu'on a fait en 3 semaines, un mois. Et là, on s'est dit, attends, c'est fou. Il y a quelque chose à faire. Et si tu essaies de généraliser ça, tu dis qu'en période de crise, il y aura toujours des trous dans la raquette. L'État aura une action très macro, mais derrière, il y a plein de problèmes qui restent à régler. Et les citoyens, il y a une espèce de force qui est non exploitée, qui est un peu exploitée, qui peut combler ces trous dans la raquette en créant des réponses citoyennes à ces problèmes. Et du coup, on a créé la réserve.tech. Et la réserve.tech, c'est ça, l'ambition, c'est de démultiplier ces initiatives citoyennes en période de crise. Et je peux t'expliquer comment ça marche, si tu veux. Bah, avec grand plaisir. Je trouve ça super intéressant comme modèle, on en reparlera juste après, mais continue d'expliquer. Je t'explique tout. Donc l'idée, c'est... le problème quand tu es citoyen et que tu as envie d'agir, c'est que tu sais pas toujours sur quoi. Donc nous, on fait une veille, à Base Impact, on fait une veille prospective pour essayer de comprendre et identifier les trous dans la raquette. On va parler à des experts, on va parler au pouvoir public, on va essayer de comprendre un peu quels sont les signaux faibles. Donc là, on parle santé, on parle organisation, on parle environnement. On parle crise énergétique, typiquement. Crise énergétique en ce moment, ouais. Exactement, mais je t'en parlerai après. Ouais. Et donc on fait cette veille, on essaye de créer des défis à partir des urgences qu'on identifie. Et ensuite, on a une communauté qu'on appelle la réserve, qui est une communauté de réservistes. Et finalement, c'est des gens comme toi et moi qui ont envie de s'engager. Dev, marketing, bizdev, design, ce que tu veux. Enfin, tant que tu as des compétences et un peu de temps, on soumet ces défis à cette communauté de réservistes, à la réserve. Et ensuite, on identifie des porteurs de projets qui sont prêts à se dire, bah attends, moi j'y vais. 1 ou 2 ou 3 porteurs de projets. Une fois qu'il y a ces porteurs de projets, on a créé un programme d'incubation qui est basé sur en fait 7 ans d'expérience à créer des produits avec le pouvoir public, ce qui est un peu différent. Et on va les accompagner hyper vite pour qu'en 3 semaines, 1 mois, on arrive à sortir un MVP, donc une première réponse au problème identifié. Vous êtes une agence de gros hacking, en fait. C'est un peu ça. On est un incubateur d'initiatives citoyennes en cas de crise. C'est un peu comme ça que je le dirais. Et qui repose du coup sur cette communauté. Et puis une fois que les MVP sortent ou les produits sortent, et ben là l'idée ça va être... Le MVP juste c'est Minimum Viable Product, en gros c'est la première version qui est la version brouillonne mais fonctionnelle d'un projet. Exactement, t'as très bien expliqué ça. Et du coup une fois que le MVP, donc ce fameux petit prototype qui règle le problème de la manière la plus simple possible, est sorti, là on va essayer d'ouvrir tous les canaux de distribution, associatifs, pouvoir public, pour essayer de le faire connaître et peut-être d'avoir de l'impact après. Voilà, du coup, c'est ça la réserve. Ok, excellent. Et ça me pose une question du coup, parce que on a parlé beaucoup dans les épisodes précédents avec Cécile Renoir, avec André Prieto et Raphaël Mavigné. On a parlé des modèles économiques, on a parlé avec Florian Bourguignon aussi d'ailleurs, sur la nécessité en fait pour un projet d'être rentable, pour exister. Et tu soutiens exactement le contraire en fait avec cette initiative où le plus rapide on va, le plus vite on va, et le plus facile et au plus facile, le mieux ça marche, mais du coup il n'y a pas le temps de créer des business models. Alors j'aimerais savoir comment est-ce qu'on concilie ces choses-là, comment est-ce qu'on arrive à pérenniser ces projets, parce que bon, une fois qu'on a eu ces 3 premières semaines de MVP,
et qu'on arrive à mettre en place, après derrière, il faut quand même essayer de mettre à l'échelle ces solutions, il faut quand même essayer de les pérenniser, de les rendre un peu plus fiables, un peu plus stables. Et ça, comment est-ce que ça marche quand on ne peut pas se rémunérer dessus? Ouais, il y a plein de questions en une. Mais déjà, ce qui est intéressant, c'est que les projets n'ont pas forcément vocation à durer tout un temps. Ils peuvent être très concentrés sur une période précise. Par exemple, si on avait fait un projet sur les incendies, en fait, quand il n'y a plus d'incendie, il n'y a peut-être plus besoin de ce projet tout de suite. La communauté a un rôle à jouer aussi là-dedans, dans maintenir le projet, parce qu'en fait, ces porteurs de projets citoyens, ces réservistes qui maintiennent ces projets, ils le font sur leur temps libre, donc ils ne sont pas rémunérés non plus. Mais en fait, si tu as une communauté de 50, 100, 200, 1000 personnes, en fait, les projets peuvent vivre et avancer à leur rythme. Bon, la question du business model. Alors là, c'est un peu différent. C'est que je pense qu'on est assez convaincu à Base Impact que c'est très, très difficile déjà d'avoir de l'impact avec un produit. C'est hyper, hyper difficile. Et du coup, si tu commences à te poser la question du business model, en fait, tu rajoutes une contrainte monstrueuse. Tu fais un outil, par exemple, pour les gens en précarité énergétique qui ont froid l'hiver, pour, je sais pas moi, leur distribuer par exemple des produits contre le froid. Bon, si tu commences à réfléchir à un business model, d'un coup, le problème devient monstrueux, quoi. Et c'est souvent un peu antinomique avec les gens que tu essayes d'aider. Par demander de payer, enfin voilà, t'as compris. Oui, mais après, du coup, un projet qui n'est pas forcément rentable day one, tu peux aussi avoir des soucis pour le financer et du coup, qui ne voit jamais le jour non plus. Tu vois. Ouais, t'as complètement raison. Donc c'est pour ça que nous, on a vraiment déconnecté les deux. Base Impact, alors c'est pas si simple. Avant, on était financé par des produits concrets qu'on faisait. Donc typiquement, Bob Emploi, un produit pour lutter contre le chômage. C'était assez simple de trouver de la philanthropie. Enfin, c'est simple. Google.org va nous donner 1 million. On va faire des partenariats avec des grands philanthropes. Et du coup, on va réussir à financer nos projets et en pensant qu'à l'impact, sans réfléchir à des business models. Là, c'est un peu différent parce que la réserve, c'est un peu méta. C'est pas un projet, c'est potentiellement des projets qui vont être utiles, sans garantie, ni de thématique, ni d'impact. Et du coup, là-dessus, on n'a pas encore craqué le truc, mais on est en train de réfléchir à comment financer cette espèce de dispositif citoyen pour régler des problèmes, pour apporter des réponses en cas de crise. Et donc, on a déjà Google et la Caisse des dépôts qui nous soutiennent, mais du coup, les tickets sont plus petits. Et donc ça nous permet donc de vivre, mais on est une petite équipe, on n'est que 4. Et ça nous permet aussi de financer tous les frais qui sont propres au projet qu'on va sortir. Donc typiquement, si tu es réserviste et que tu bosses sur un projet, tous les coûts sont couverts par Base Impact. Ouais, c'est ça. Donc là, sur ce genre d'application, on va parler de serveurs, on va parler d'hébergement, on va parler de ressources humaines. De ressources humaines aussi, ouais. De ressources humaines, on va parler peut-être d'envoyer des milliers de SMS si jamais ça s'y prête. Et voilà. Et tous ces coûts sont complètement pris en charge. Même les coûts de distribution, créer une ads pour avoir tes premiers utilisateurs au début, tout ça on le fait. Après, vu qu'on est une ONG, on va avoir la gratuité sur certains services. Typiquement Google, on va avoir des ads, Amazon, on va avoir des trucs de serveurs, enfin des crédits serveurs, voilà. Mais c'est l'intérêt, on veut enlever toutes ces contraintes justement aux entrepreneurs citoyens qui ont envie de s'engager. Est-ce que du coup tu penses que c'est un modèle qui a vocation à se développer? Est-ce que vous avez du mal à recruter des gens? Est-ce que vous êtes déjà nombreux en fait? Est-ce que vous avez beaucoup de réservistes? Est-ce qu'il y a énormément de demandes? Est-ce que quand vous faites vos veilles, il y a tellement de trous dans la raquette qu'en fait vous savez juste pas où donner de la tête, ou c'est plutôt difficile de trouver les projets sur lesquels se concentrer? Ça marche comment? Ouais, côté réserviste, il n'y a aucun problème. Alors, le nombre de gens qui ont envie d'avoir de l'impact aujourd'hui, mais c'est hallucinant. Je veux dire, on a fait un post pour annoncer le lancement de la réserve. On a eu 250 réservistes qui ont rejoint les semaines qu'on suivit. Donc, c'est délirant, en fait. Tout le monde a envie d'avoir de l'impact. Après, parmi cette masse de réservistes, évidemment, il y en a quelques-uns selon leur dispo et leurs compétences qui vont se chauffer sur un projet. Et c'est tout nouveau, hein. La réserve, ça... 3 semaines, je crois. Enfin, on l'a lancé il y a 3 semaines, donc c'est tout jeune. C'est suite à ce poste-là qu'on a discuté, effectivement. C'est ça, exactement. Donc voilà. Après, sur les crises, il y en a tout le temps. Les urgences, il y en a tout le temps. Mais alors après, trouver les bons trous dans la raquette, c'est pas si simple. Ça nécessite quand même un gros cadrage. Là, typiquement, sur la crise énergétique, il y a plein de problèmes, mais ils sont pas tous faciles à résoudre. Typiquement, on avait commencé à identifier un problème sur les pics de consommation qui risquent de créer de générer des délestages, des coupures de courant. Et là-dessus, on s'est dit comment on peut faire pour faire baisser massivement la consommation à des... on n'a pas trouvé, on n'a même pas trouvé d'idée sur ce sujet-là. En revanche, on en a trouvé... on a trouvé d'autres idées.
Mais je peux t'en parler si tu veux. Ok, mais juste avant ça, dis-moi. Pour rester un peu sur la partie macro, Oui, macro. Je me fais complètement l'avocat du diable. On n'est peut-être pas là encore, mais est-ce qu'il y a un risque, tu vois, si en fait vous bossez avec des institutions publiques, vous bossez peut-être avec l'État, qui vont vous dire bah là on a un souci. En fait, au fur et à mesure, vous allez juste devenir peut-être un cabinet de conseil gratuit où on va vous dire on a un petit trou dans la raquette ici, est-ce que vous pouvez nous mettre 4 ou 5 réservistes sur le sujet pour qu'ils nous trouvent une petite solution là-dessus, et puis on voit après dans 2 semaines, et finalement où on vous utilise en fait sur des projets sur lesquels vous n'êtes pas forcément là où il faudrait, quoi. Ouais, non mais t'as raison de poser la question. Nous, on se focus sur les crises, les choses qui nécessitent de se mobiliser très vite et très fort pour avoir une créativité citoyenne, pouvoir un peu franchir des lignes jaunes que l'État peut pas se permettre, ou avoir cette vélocité, en fait. Donc là-dessus, en fait, déjà, si tu dis, bah non, nous, on se concentre que sur des urgences, que sur des thématiques où il y a un impact à la clé qui est clair, qui est lié à... et que vous ne pouvez pas faire, bah déjà, tu minimises le nombre de... Voilà. Et puis après, bon, bah si les projets sont chiants, bah en fait, les réservistes n'auront pas envie de le faire. Donc en fait, tu règles aussi le problème comme ça, quoi. Donc voilà, non, je suis pas trop inquiet. Je pense qu'il y aura suffisamment d'urgence et de trous dans la raquette pour la régler. On a suffisamment parlé de business model. Fondamentalement, l'idée me plaît beaucoup, et si j'avais des compétences techniques comme ça, je serais réserviste déjà. Donc, attends, tu fais des podcasts, tu peux complètement rejoindre la réserve, hein, n'hésite pas. C'est vrai ? Mais oui, bien sûr. Il suffit vraiment, il n'y a pas de... C'est pas que tech, c'est vraiment n'importe quel type de personne. Tu fais de la RP ou t'as des followers sur Instagram, bah en fait, tu fais une story, tu peux changer la donne, quoi. Non, tu peux. Okay. Tu peux rejoindre la réserve. Pour n'importe quel auditeur, ce serait quoi si t'aurais besoin de quel type de personnes, de quel type de compétences, s'il y en a qui sont intéressés pour rejoindre la réserve. N'importe quelle compétence, n'importe quelle personne qui a du temps à dépenser et juste envie de dépenser un peu d'énergie ou juste un peu de matière grise sur des sujets. Une idée, ça suffit, quoi. Chaque heure compte, en fait, dans les projets comme ça. Donc, il n'y a pas de filtre à l'entrée, si ce n'est être motivé et avoir envie d'avoir de l'impact sur des projets cool. Il faut aller sur lareserve.tech, du coup. C'est le moment de pub. Et donc là, vous avez quoi ? Vous avez un formulaire, on s'inscrit et puis on est rappelé derrière par quelqu'un qui nous onboard ou... Non, c'est plus simple. Donc, tu as un petit formulaire et ensuite, tu reçois un lien qui t'emmène sur le Slack. Et sur le Slack, tu arrives et tu as une communauté, tu as un endroit où tu as une annonce de défi. Donc, tu as des petites vidéos qui disent, bah voilà, on a tel problème, on cherche des réservistes. Et puis après, tu as des gens qui t'ont dit, moi, je suis chaud. Ok. Et donc, les défis viennent de vous 4 ? Ou est-ce qu'ils viennent d'autres personnes aussi de la réserve ? Ils pourront venir d'autres personnes. On est encore en train de mettre les choses en place, mais on a vraiment besoin d'énergie aussi sur le cadrage de défis et l'identification des problèmes. Donc ouais, ça viendra bientôt de toutes parts. Ok, donc on a bien répondu à la partie comment est-ce qu'on peut participer. Si on revient un peu sur la partie écologie, donc tu me parlais de la crise énergétique juste avant, des possibilités d'y répondre et des trous dans la raquette que vous avez trouvés. Qu'est-ce que c'est ? Comment on y fait face ? Ouais, bah écoute, le projet inaugural qui a créé la réserve, en fait, parce que la réserve n'existait pas, ça s'est fixé. Donc le trou dans la raquette, c'est qu'on est en pleine crise énergétique. Et donc, il y a une nécessité encore plus urgente que d'habitude de diminuer sa consommation d'énergie. Et là-dessus, en fouillant et en faisant de la recherche, on découvre que l'éclairage nocturne des commerces et des bureaux, ça représente 250 000 tonnes de CO2 par an, donc la consommation d'une ville comme Marseille, et qu'en plus c'est illégal depuis 10 ans. C'est quand même dingue. On dit, attends, c'est fou. Autant de consommation qui pourrait vraiment être économisée maintenant, d'autant plus. Et pourtant, c'est pas, voilà, la loi n'est pas appliquée. Et quand on parle à des associations, on se rend compte qu'en fait, la police a peut-être d'autres choses à faire que de patrouiller la nuit et le lendemain de dire voilà une amende, voilà. Bon. Et du coup, on s'est posé la question s'il n'y avait pas un moyen d'apporter une réponse à ce problème. Et donc, j'ai rencontré Arjo, qui est un ami à moi, qui est entrepreneur. Je lui parle de cette idée. dont je vais parler dans 2 secondes. Et lui il me dit, c'est parti, je vais être le premier réserviste, je me lance sur le sujet. En plus, il croit vachement. Donc c'était le lancement de la réserve, le lancement de la réserve. Le premier réserviste, Arjo, si tu nous entends, Arjo Shahada. Et du coup, on s'y met, on commence à interviewer des commerces et des enseignes qui laissaient leur vitrine allumée, en demandant, mais pourquoi vous le faites? Est-ce que vous êtes conscient de la crise énergétique, etc.
Et en fait, on découvre, donc certains disent, non mais vous avez raison, je vais éteindre la lumière. Donc on dit, attends, c'est dingue quand même. D'autres nous disent, de demander. Si j'ai demandé, tu vois. D'autres nous disent, bah moi, je suis complètement d'accord avec vous, mais en fait, mon boss, il s'en fout, c'est pas moi qui gère ça. Et il y en a même un qui nous dit, bah en vrai, si vous mettez un petit commentaire sur Google en demandant d'éteindre la lumière, moi je suis sûr que mon boss, il va le voir et puis il va s'engager à le faire. Et on dit, attends, c'est génial. En fait, si t'arrives à passer à l'échelle ce dialogue hyper bienveillant, et bah tu peux faire éteindre les vitrines. Et on l'a testé. Donc on a écrit des commentaires Google. Au début on mettait 1 étoile, machin, puis en fait on a réalisé qu'en fait en mettant 4 étoiles ça marchait aussi. Et en disant bonjour monsieur ou bonjour cher commerçant, commerçante, pourriez-vous éteindre la lumière la nuit? Vous savez, on est en pleine crise énergétique, on a besoin de faire des économies. Et en plus vous ferez aussi des économies de facture. Et ça marche. Et du coup on a créé lightsoft.fr. Donc lightsoft.fr, c'est ça, c'est un outil qui permet de sensibiliser des commerces à éteindre leurs vitrines dès la fermeture. Donc pour diminuer les coûts, éviter les coupures idéalement, mais en tout cas faire des économies d'énergie. Et donc tu as 3 moyens de le faire. Soit on te propose d'appeler le commerce en te donnant un script téléphonique, soit on te propose de le faire sur Google Maps. Et dans ce cas, tu as un message préécrit que tu peux copier-coller. Ok, donc ça c'est n'importe quel réserviste qui va sur le truc, qui prend son téléphone et qui appelle. Et alors ça c'est le 3e. Donc celui-là c'est n'importe quel citoyen, n'importe quelle personne aujourd'hui peut utiliser Lightsoft. Et après il y a en effet les bénévoles peuvent le faire pour toi. Et donc là tu dis je vais pas le faire mais faites-le pour moi. Et donc nous on sait qu'on a une demande là-dessus. Donc soit on enverra un commentaire, soit on appellera nous-mêmes le commerce pour lui demander d'éteindre la lumière. Et donc voilà, ça c'est le premier projet de la réserve. Au début on était 2 avec Arjo, puis en fait au fur et à mesure t'as des réservistes qui sont venus. Il y en a un qui nous a, Alexandre Papin, qui a fait la back-end parce qu'en fait on savait pas le faire, le mec se chauffe direct. Et puis il y en a un autre qui a fait un truc de dingue, et à mourir de rire, c'est qu'en fait Google nous a spoté assez rapidement, et du coup les commentaires étaient bloqués. Ah oui, parce que vous laissiez trop fois les mêmes commentaires ou... Mais oui, on avait écrit 5 commentaires très polis et bienveillants, mais en fait à un moment Google, je fais attends, je t'ai cramé, et bim, du coup les commentaires étaient plus postés. Trop chiant. Et du coup Florian Touillat, donc un réserviste, arrive, attends, moi j'ai peut-être une idée, et il a utilisé GPT-3, c'est ChatGPT, pour générer une centaine sur la base d'un corpus de messages, générer une centaine de commentaires synonymes, quoi. Bah, parfait, ça marche, quoi. Parce que GPT-3, du coup, c'est l'intelligence artificielle qui écrit des messages quand on leur pose une question ou quand on a besoin d'une réponse précise. Et ça marche très très bien. Je vous propose d'aller voir mon dernier post LinkedIn avec GPT-3. J'ai demandé à GPT-3 comment est-ce qu'on faisait pour améliorer notre réponse à la crise climatique en France. Et il y avait 5 points. Je vous invite à aller les regarder. C'était particulièrement spot on. C'était très précis et très bien fait. Ah non, mais c'est complètement dingue. Ce qui est plus dur, c'est de trouver une utilité concrète, genre à ChatGPT, enfin un truc actionnable et pour avoir de l'impact, quoi. Donc nous on est assez content de l'avoir utilisé pour sensibiliser les commerces à éteindre les lumières. Et voilà, mais tout ça pour dire qu'en fait ce projet, qui aujourd'hui il y a 40 réservistes qui sont sur le projet et qui suivent et qui aident sur la com, qui font des actions Lightsoft à Paris, notamment Jérôme, clin d'œil si tu m'entends. Bah voilà, le projet n'aurait pas existé sans eux. Et c'est vraiment un projet. Je vois de plus en plus souvent des opérations un peu éclairs, parce que j'ai l'impression qu'une obligation, c'est d'avoir l'interrupteur sur l'extérieur. Et il y a pas mal d'opérations éclairs pour aller éteindre les vitrines la nuit. Dans un parcours. Ouais, c'est ça. Ouais, mais bien sûr. Et d'ailleurs, on leur a demandé avant, mais Lightsoft, c'est leur nom de collectif. C'est en hommage à ces jeunes qui sautent pour éteindre les lumières. Ah ok, je savais pas du tout. On les a appelés pour savoir si on pouvait utiliser leur nom, et ils ont accepté. Ah, trop bien. Ouais, mais complètement, ouais. Et du coup, tu parlais aussi d'un autre projet sur les incendies. Alors, c'était avant ça pas. Ouais. Ça, c'est un exemple de dire, bah voilà, une urgence, typiquement, les pouvoirs publics étaient, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on aurait pu créer des réponses qui aident, je sais pas, moi, les pompiers? Bon, j'ai pas d'idée, hein, mais voilà, typiquement, ça peut être des ateliers de réflexion là-dessus. Et ça pourrait générer des projets de la réserve. Non, en revanche, on a lancé un défi là récemment, encore sur la crise énergétique, qui est vraiment le thème inaugural de la réserve. Et donc là-dessus, bah, c'est assez simple. Les prix ont augmenté. Et puis, tu as des gens qui vont avoir froid, de manière très concrète, parce qu'ils vivent dans les passoires thermiques et qu'ils sont en précarité énergétique et qu'ils peuvent même plus allumer le chauffage parce que la facture est trop haute. Et du coup, l'idée, c'est de se dire, bah tiens, t'as les gens qui ont froid, et d'un autre côté, t'as des dispositifs qui peuvent vraiment changer la donne et te faire gagner quelques degrés. Typiquement, un boudin de porte, ça paraît bête, mais ça peut faire gagner entre 1 et 2 degrés en chaleur ressentie. Et ça, 1 degré, c'est 7% de consommation. Et du coup, bah, si tu peux distribuer... Alors, ça coûte cher, un boudin de porte, ça coûte 20-30 euros. Et ça peut être bloquant pour des gens en précarité énergétique. Donc, si tu peux trouver un dispositif qui permet de donner gratuitement
à des foyers en précarité énergétique des paniers chaleur qui leur permettent de faire des économies d'énergie, et ben tu peux changer la donne et tu peux potentiellement aider à l'échelle des personnes. Et vous arrivez à mesurer l'impact de ces... Ouais, en fait, l'impact est assez simple. C'est que si tu as des gens en précarité énergétique qui ont froid et que tu leur distribues des boudins de porte et que ça, effectivement, augmente de 1 ou 2 degrés, tu peux déjà compter les degrés que tu as fait gagner à des gens et même compter l'économie de facture qui a généré, quoi. Tu vois, pour le coup, là, c'est hyper straightforward. Et donc, on a lancé ce projet. Donc ça, l'idée, c'est de le faire en partenariat avec typiquement des distributeurs type Leroy Merlin ou Bricorama qui pourraient fournir ces paniers chaleur et des distributeurs type Abbé Pierre, des assos ou Emmaüs qui pourraient nous aider à rentrer en contact avec les gens en précarité et leur apporter peut-être les paniers, quoi. Donc on vient de le lancer, donc il y a plein de questions en suspens, mais on a déjà 4 porteurs de projets qui sont lancés. T'as Grégoire, Quentin, Marion et Mélanie. Et on a lancé le projet là en début de semaine. Et il y a 21 personnes qui ont dit, moi je suis chaud, j'ai envie d'aider. Je suis dev, je fais de la com, je fais du product, je fais de l'UX, je fais du design. Ou juste, je connais les précarités énergétiques et j'ai trop envie d'aider. Et voilà. Et c'est parti, quoi. C'est top, j'adore. Cool. Je pense que je ferai un tour sur Slack dans les prochains jours pour regarder un peu comment ça se passe. Trop cool. Vous avez d'autres projets là, d'autres sujets hors crise énergétique qui s'approchent du thème écologique ou pour l'hiver aussi Ouais, on en a d'autres, mais bon, pour l'instant, on est vraiment sur la crise énergétique. Ouais. Parce gros que sujet en ce moment. Ouais, c'est un gros sujet, puis c'est vachement. En fait, c'est dur de cadrer les défis, de comprendre les enjeux, les mécanismes. C'est beaucoup de travail. Et nous, on a Valentine qui bosse énormément là-dessus chez nous. Mais voilà, c'est un boulot de dingue. Après, on a d'autres idées évidemment. Donc, il y a la sécheresse qui est un énorme problème, la qualité de l'eau dans certaines régions en France qui va être un problème. En fait, voilà. Il y en aura tout le temps des problèmes. Il y en a partout. Et l'idée, c'est de les prioriser. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, la crise énergétique, il y a aussi beaucoup de... Les pouvoirs publics sont en action en ce moment sur cette thématique. Et du coup, on peut bénéficier aussi d'une distribution plus facile. Tu vois, si on aide un mécanisme, par exemple, là, on a une autre idée, c'est qu'il va y avoir des délestages, très probablement, peut-être pas en janvier, mais peut-être en février. Et du coup, tu as peut-être des personnes qui vont souffrir de ces délestages. Des personnes vulnérables, des personnes âgées, des personnes avec des enfants en bas âge. Est-ce que tu pourrais créer un espèce de mouvement de solidarité où des gens qui disent, moi, je vais aller voir ma voisine qui est un peu âgée. Voilà, typiquement, ça pourrait être un projet de réserviste qui pourrait être soutenu par l'État, qui lui-même met en place des mécanismes, des gens qui vont patrouiller pour créer pour amener un sentiment de sécurité. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est aussi bénéfique d'être dans l'actualité et dans une... Ouais, t'as compris. Ouais, mais comment vous vous intégrez du coup? Parce que la plupart de ces projets sont quand même des projets d'intérêt général, presque à vision de santé publique. Comment est-ce que vous vous intégrez à chaque fois sur ces sujets? Est-ce que vous avez déjà prévu comment est-ce que vous allez, par exemple, là tu dis pour les sujets d'énergie, aller voir les voisins qui ont des coupures ou qui sont plus dépendants? Comment est-ce que vous avez prévu de vous intégrer avec le public sur ces thématiques-là pour réussir à leur faire prendre de l'ampleur? Avec les pouvoirs publics en fait, ce qui est bien, c'est que ça fait très longtemps qu'on bosse avec eux, donc ils nous aiment bien. Et donc, on arrive à avoir leur attention sur ces sujets-là et leur dire, tiens, regardez, on a créé ça, est-ce que c'est malin? Et souvent, on essaye de les créer aussi avec eux. On va parler avec le SIG, le service de communication du gouvernement, pour essayer de voir un peu leur communication, si on peut pas les aider à certains endroits. Donc voilà, l'idée, c'est aussi de construire les défis avec eux pour que derrière, ils puissent nous dire, moi, je soutiens ça, je partage, j'en parle. Voilà. C'est un peu comme ça qu'on fait. Ok. Est-ce qu'il y a un autre sujet que tu as envie d'aborder, qu'on n'a pas abordé depuis le début là? Ouais, t'en as plein. T'as les étudiants qui font la queue pour des paniers repas ou qui vont crever de froid cet hiver. Enfin voilà, là c'est un sujet hyper important et potentiellement il y a des choses à faire aussi. C'est le premier qui me vient comme ça, mais en fait... Mais il y en a tellement que tu sais plus où donner de la tête. On va faire un appel aux auditeurs de The Big Shift pour les 4000 qui vont écouter cet épisode dans les premières semaines où il sort. N'hésitez pas, si vous avez identifié des trous dans la raquette, il y a un Slack sur lequel on vous attend apparemment pour que vous puissiez aller donner un petit coup de main. Donnez-nous des idées. lareserve.tech. Tout attaché. Bon, écoute, trop cool. On approche de la fin.
On a déjà dit comment est-ce qu'on pouvait participer à la réserve.tech. Donc, à partir de là, maintenant, il ne vous reste plus qu'à agir. C'était un épisode un peu plus court que d'habitude, mais qui sera bien dans l'action. Donc là, vous avez vraiment une chose à faire en sortant de cet épisode. Donc faites-le. Allez peut-être même juste voir ce que c'est que lightsoft.fr si ça vous paraît trop gros d'aller voir la réserve.tech. Mais faites l'un des deux. On vous mettra tous les liens en description comme d'habitude. Trop cool. Bah écoute, merci beaucoup Florian. Mais non, mais je t'en prie. C'est très inspirant pour un discours de collapsologue. Donc, j'ai pas dit que j'étais collapso. À un moment, j'ai dit ça. En tout cas, pour tes références en matière d'écologie et de société. Top. Écoute, un plaisir. Quand tu veux. Salut, ciao. À plus. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.